Bonjour tout le monde, je suis Guillaume Besson. Du coup, vous pouvez me trouver sur Twitter, sur @geekium et mon email si vous voulez m'envoyer un mail. Et Get2Mix, c'est le projet sur lequel je viens de quitter mon CDI pour me lancer là-dedans. Il n'y a pas grand-chose, mais bon voilà. Si vous voulez faire un tour et regarder ce que je fais. Aujourd'hui, je vais vous parler de React. Et il y a déjà eu un bon paquet de confs à Blend et à plein d'autres endroits. Et même si vous avez regardé sur Internet, j'imagine que vous avez tous entendu parler de React par rapport à une introduction, par rapport à voir ce que React pouvait faire, aux très grandes librairies qui vont avec React et tout plein d'outils. Mais en fin de compte, React seul, le problème de React seul, c'est que c'est assez petit. Je suis allé m'amuser à chercher les dernières librairies qui sont un peu dans le même style, qui sont souvent assez données avec React, avec Ember, Angular, Vue, qu'on entend parler beaucoup, et la taille. Et ce qui est impressionnant, c'est surtout, on voit bien entre Ember et du React, il y a deux choses, parce qu'il y a aussi, si vous connaissez un peu React, il y a React et React DOM pour l'avoir sur le web. Et du coup, on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre GZP, les 120 kilooctets de Ember et les 34-35 de React. Et du coup, ça s'explique parce que dans React, il n'y a pas grand-chose par défaut. C'est vraiment hyper simple. Et du coup, on va rajouter plein de choses. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de parler de tout plein de choses que j'ai pu utiliser, sur lesquelles j'ai pu voir et qui ont l'air vraiment sympas. Je ne vais pas vous expliquer chaque librairie, chaque outil. Je vais juste essayer de vous faire une petite liste et vous donner envie en 15 minutes d'aller voir de votre côté pour voir ce qui peut s'appliquer à ce que vous avez envie de faire et les problèmes que vous avez. Et du coup, là, le premier qui est là, c'est la dernière ligne sur le slide, c'est Preact. Preact, c'est 3,4K GZP. Et en fait, c'est un mec qui a réimplémenté l'API de React de son côté en essayant de virer le plus de code qui était lié à React Native et à plein de choses comme ça. C'est une licence qui est complètement open source, sans tous les problèmes qu'on a entendus avec les licences de React. C'est complètement indépendant de React et la grande majorité de tous vos projets et de plein de libres fonctionneront exactement sous Preact de la même façon que ça fonctionne avec React. Et du coup, il faut juste enlever React, mettre Preact à la place, vous pouvez tester et vous réduisez par quasiment 10 le poids de React. Du coup, c'est assez sympa. Et du coup, React, tout seul, ça manque d'un bon paquet de choses. On a le routing qu'on n'a pas. On peut le faire à la main, etc. Il existe plein de projets pour faire du routing. Je ne vais pas en parler là. Les states, ou un this.set state, c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, on en galère. Et les modèles, et plein d'autres choses qui arrivent. Je ne sais pas si vous connaissez les listes awesome. C'est des mecs, c'est pas relié juste à React, c'est des personnes qui font juste un dépôt sur GitHub, souvent, avec un README qui fait 10 000 lignes et qui contient plein de liens vers d'autres dépôts sur GitHub et d'autres librairies et d'autres choses comme ça. Et ça s'appelle souvent Awesome React ou Awesome quelque chose. Et il y a aussi le Awesome qui est la liste des listes de produits qui existent. Du coup, je vous recommande d'aller voir ça. C'est un mec qui a fait justement la liste de listes sur Awesome. C'est bien sympa quand vous savez pas trop quoi faire, vous allez là et il y a toujours quelque chose à lire. Mais le problème, c'est que sur React, qui est là-dessus, c'est la plus connue pour React, on voit pas trop, mais c'est quand même 24 000 stars sur GitHub. Il y a un bon paquet de ressources dessus. Le problème, c'est qu'il y a 912 liens dans le README. Ça fait 912, la plupart du temps, c'est des dépôts, ça peut être aussi des tutoriels, des choses comme ça. Ça fait un bon paquet de liens et on commence et on s'arrête très vite parce qu'il y a tout, il y a vraiment tout. Aussi bien des projets qui sont perso avec 10 stars sur GitHub que des énormes projets comme Redux. Et du coup, là, je vais essayer de vous parler un peu des trucs que j'ai trouvés là-dedans parce que parfois, je m'emmerde et je vais chercher dans ces 912 liens ce qu'il y a de sympa. Et je vais commencer avec le style en React. Il y en existe plein de librairies sur le style. Le plus simple pour intégrer du CSS, c'est le style loader de Webpack qui est souvent utilisé au démarrage. Vous mettez votre CSS, vous faites un import de ça et il s'insère dans la page, c'est magique et c'est très simple, il n'y a rien à apprendre de nouveau.
vous mettez vos class names, vous mettez vos ID, votre CSS classique. Mais bien sûr, vu que React c'est un petit peu hipster, il faut faire quelque chose d'un peu plus hipster avec ça. Et du coup, il y a un problème qui arrive toujours avec le CSS. Et moi, je ne suis pas intégrateur, mais j'en entends toujours parler, et on a toujours eu ce problème-là, avec le BEM, le SMAX, etc., qui sont sur tout ce qui est en partie du naming de CSS. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose avec React pour faire des modules qui se font par rapport aux composants. Et du coup, il y a un projet qui s'appelle CSS Module qui englobe plein de choses par rapport à comment on pourrait faire pour que le CSS s'applique à un composant et pas à toute une page web. Et du coup, on voit pas super bien. Mais du coup, classiquement, ce que ça fait, c'est que quand on va faire son import classique de CSS, juste en rajoutant le CSS module dans son loader webpack, ce qu'il va faire, c'est intégrer le CSS dans la page, mais en plus, il va changer tous les noms de classes et à la place, mettre ce qu'on lui dit de mettre. Souvent, c'est un identifiant un peu random et ressortir un objet, quand on va faire le import, un objet JavaScript qui contient le vrai nom de la classe, par exemple button ou title, avec la classe qui a été changée. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que vous n'avez plus à vous en faire de vous dire que vous avez 50 fichiers CSS et que ça se trouve, vous allez utiliser une classe qui a déjà été utilisée quelque part d'autre. Là, vous pouvez mettre une classe title dans chacun de vos composants et ça sera toujours une classe qui sera randomisée et du coup, il n'y aura aucun problème après derrière ça. Ça, c'est l'étape juste après le loader CSS. C'est hyper simple à mettre en place. C'est juste qu'il faut récupérer le class name qui est spécifique à vos styles. Mais il n'y a rien à changer et une option à rajouter dans le loader de Webpack. Et du coup, ça fait ça après. Ça fait des ID qui sont un peu random. Si vous regardez aussi, ça permet aussi de mieux minifier le code. Si vous avez regardé le code source, souvent par exemple des gros sites comme Google, leur classe c'est A, B, C et bien sûr ils ne les font pas à la main, ils ne gardent pas la liste de leurs classes, ils utilisent justement des préprocesseurs pour ça. Et c'est là-dessus, et soit vous pouvez l'activer déjà dans votre loader CSS de Webpack en mettant 2 points local et entre parenthèses votre classe à vous, soit vous pouvez l'activer en global directement dans le loader. Et du coup, ça exporte ça. C'est votre class name, comme on l'a vu en haut, et la vraie string qui est liée au CSS qu'il a généré. Mais du coup, ce problème, c'est que quand on fait un composant, on le fait une fois, et puis ensuite, il est bien dans un fichier, et on ne peut pas l'étendre après dans un cas particulier. Si vous avez un composant qui a un titre, et que dans certains cas, vous voulez que ce titre soit rouge, il faut passer une propriété, etc. Enfin, c'est un peu la galère. Et aussi, c'est toujours du CSS. Il y avait une conférence sur le CSS en JS hier qui était bien sympa, et il disait qu'il aimait pas trop ça. Moi, j'aime bien ça et je l'utilise. Il y a les deux côtés. Et du coup, c'est Style Component qui est l'une des plus connues. Il y en a aussi 25, mais elle est quand même bien connue. Et elle a toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires pour vraiment l'utiliser en production sur des gros projets. Et en gros, vous allez créer un composant qui a son CSS complètement copié, donc attaché au composant. Vous n'allez pas avoir le CSS d'un côté et votre composant de l'autre. Vous allez vous dire, là, je veux un div qui fait ça, et ça va vous donner un composant React que vous pouvez utiliser pour mettre ce que vous voulez dedans. Et derrière, il y a du CSS classique. Contrairement à ce qu'il disait à la conférence hier, vous pouvez faire un background-color et vous n'êtes pas obligé de faire un background C majuscule color. Bref. Et faire des trucs avec les props qui sont donnés pour faire l'extensibilité. Voilà, je vais super vite. State management, il y a le props L que vous avez déjà dû avoir. C'est un peu la version du callback L avec les props. C'est vous en avez besoin un composant 5 fois en dessous et du coup vous le passez à 5 fois et ça tout le monde l'a fait et c'est moche. Ou alors le problème c'est que vous faites un objet global et vous avez plein de side effects de partout et c'est impossible de trouver. Le plus connu que vous devez tous connaître c'est Redux, je ne vais pas le présenter ici. Il y a le React Redux qui est souvent utilisé avec Redux parce que juste tout seul c'est pas adapté à React par défaut. Immutable.js si vous n'utilisez pas, ça peut être assez moche au début de faire des points set, des points get de partout. Au final, on arrive à quelque chose où le code est tellement plus clair après. Parce que dans Redux, qui vous encourage à faire de l'immutabilité, ils mettent souvent la notation avec les 3 petits points sur les objets pour
require, enfin pour insérer un objet dans un autre objet. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Avec immutable, c'est beaucoup plus clair. Single source of truth avec Redux, ça vous connaissez tous. C'est toujours read-only et vous passez tous vos side effects d'un côté. Il y a Redux Saga aussi, qui est sympa dès que vous voulez faire des opérations asynchrones. Pareil, ça a l'air un peu bizarre au démarrage. C'est avec des fonctions, des générateurs, avec des yields et plein de choses comme ça. Ça permet de récupérer très rapidement des choses comme tiens, on veut que quand l'utilisateur vient de se loguer, on fait cette action en boucle, et quand il a fini de se loguer, on arrête cette action-là, ou alors quand il a un champ d'autocomplete et qu'on va commencer à demander au serveur tiens, je veux la réponse de l'autocomplete, on veut annuler l'action d'autocomplete s'il a écrit encore une nouvelle lettre. Et ça se fait tout seul, c'est super sympa et je vous recommande de regarder, même si ça a l'air un peu complexe pour la plupart des utilisations au premier abord. Quand on comprend comment ça fonctionne, ça fait des choses très très puissantes. Si vous utilisez Redux, il y a un truc, les switch cases qui sont proposés par Redux, c'est vraiment, j'aime pas du tout ça, et c'est des choses où on voit pas très souvent des switch cases en JS. Il y a une petite lib qui s'appelle Redux Action et qui permet de créer des actions créators avec juste un type d'action et de créer des reducers Redux largement plus clairement et avoir une extensibilité qui est largement plus sympa. Reselect aussi, quand vous allez choper dans votre store Redux et que vous voulez choper le nom d'utilisateur de la personne qui est loguée, si c'est dans un objet un petit peu lointain, à chaque fois, dans tous vos composants qui sont pluggés à Redux, vous allez devoir récupérer ça. Reselect, ça vous permet de faire un gros getter qui va récupérer justement ça dans votre state Redux et vous le redonnez. Et du coup, vous l'importez ce getter un peu de partout. Et aussi, c'est plus performant parce que si vous utilisez de l'immutabilité, quand vous allez vous dire tiens, je veux le username de la personne, vous allez décomposer ça en disant je veux récupérer l'objet de l'user qui est connecté et ensuite son username. Et à chaque étape, il va regarder si l'objet a changé. S'il n'a pas changé, il va juste s'arrêter là et utiliser le résultat qu'il avait déjà avant en cache. Du coup, c'est assez pratique, ça va beaucoup plus vite. Le développeur expérience avec React, par défaut, React, ça peut être assez difficile à débugger dans certains cas. Là, je parlais de Redux juste avant. Ils en parlent, c'est assez connu, mais si vous ne connaissez pas, je vous le dis quand même. Les Redux DevTools, c'est packagé soit avec une librairie à import dans votre projet et aussi une extension, si vous voulez, dans votre navigateur. Et ça vous fait voir la liste de toutes les actions qui se passent. Et aussi, là, comme ce qui se passe là, si vous avez bien configuré ça avec Webpack, vous avez l'auto-reload. Et du coup, ça garde en stock toutes les actions que vous avez faites. Et quand vous allez changer un fichier, un reducer ou n'importe quoi, ça va toutes les refaire par-dessus. C'est-à-dire que si vous êtes en train de bosser sur un comportement qui arrive juste après 5 clics dans votre app et qu'à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, vous rechargez la page, vous refaites ces 5 clics pour tester. Avec ça, vous avez juste besoin de le faire une fois, gardez votre fenêtre et quand vous allez changer votre reducer, il va refaire toutes les actions sur votre stack. Si votre build est lent en dev, avec Webpack, c'est ce qui arrive assez souvent où on arrive avec le reload automatique qui est super sympa, mais ça met 30 secondes à reload à chaque fois parce qu'on a plein de dépendances et ça arrive très rapidement. Il y a le DLL plugin qui est intégré dans Webpack qui est pas trop compliqué à utiliser. Et basiquement, ce que ça fait, c'est ça récupère tout votre node modules, ça va le passer dans Webpack, ça va en faire un .js qui sera ensuite lui require par votre code à vous. Il n'y a que votre code à vous qui, à chaque build de Webpack, sera parsé et build. Et tout ce qui sera libre, qui la plupart du temps ne change pas, est déjà de côté et il n'y a pas de problème. Le hot module replacement dans React, c'est cool. Si vous ne l'avez pas utilisé, basiquement, vous ne reloadez pas votre page. À chaque fois que vous modifiez quelque chose, il va enlever la définition du component React et remettre le nouveau fichier que vous venez de changer. Et du coup, pareil, il n'y a pas besoin de refaire ces actions et pour le CSS, c'est vraiment top. Et si un petit truc qui n'est pas lié à React mais qui est très utile, qui n'est pas très connu, s'appelle ngrok. Et si vous voulez tester quelque chose qui est exposé sur votre ordinateur pour le donner à quelqu'un d'autre,
Juste avec ngrok, vous faites ngrok le numéro de votre port et ça vous donne un nom de domaine qui est juste à vous, complètement randomisé et qui vous permet justement de rediriger vers votre local. Et du coup, c'est hyper pratique. Et j'en ai fini là. Merci.